Bonjour et bienvenue dans Space, depuis le Centre européen des opérations spatiales de l'ESA, l'Agence spatiale européenne à Darmstadt en Allemagne. Jamais nous n'en avons su autant sur les origines de l'univers. Pour la première fois, nous arrivons à lever une partie du voile qui recouvre le Big Bang. Alors, que savons-nous vraiment sur le grand commencement? Des réponses dans cette édition. Mais commençons par les actualités du mois en provenance du cosmos. Des astronomes ont découvert une exoplanète dans la constellation des Poissons qui se situe anormalement loin de son étoile, à environ 2000 fois la distance Terre-Soleil, un record. Vénus Express s'apprête à plonger dans l'atmosphère de la planète dont elle porte le nom. La sonde achèvera sa mission par des essais d'aérofreinage après avoir gravité 8 ans autour de Vénus. D'autres infos scientifiques sur les réseaux sociaux. Parlons maintenant du Big Bang. Ce que l'équipe BICEP 2, basée au pôle Sud, a récemment détecté est exceptionnel. Des traces des ondes gravitationnelles primordiales émises environ 380 000 ans à peine après le Big Bang. Elles sont susceptibles de nous renseigner sur l'origine et l'histoire de notre univers. Mesurer ce signal vient notamment accréditer la thèse de son inflation. BICEP 2 a découvert la signature des ondes gravitationnelles primordiales. Pour moi, c'est l'une des grandes questions non résolues. L'univers a-t-il connu une phase d'inflation? Si oui, celle-ci a-t-elle effectivement produit des ondes gravitationnelles? Eh bien, il semble que la réponse soit oui. Einstein voyait déjà dans les ondes gravitationnelles des oscillations de la courbure de l'espace-temps. Les découvertes de BICEP 2 semblent confirmer son hypothèse. Mais elles s'ajoutent surtout aux nombreuses données collectées par la mission Planck de l'ESA qui étudie elle aussi la lumière rémanente du Big Bang. Les annonces faites par BICEP 2 étaient plutôt surprenantes, non seulement pour les équipes de Planck, mais aussi pour les spécialistes du monde entier. C'était surprenant en raison de l'importance de la force du signal qu'ils ont détecté. Reste à déterminer si cette empreinte des ondes gravitationnelles remonte bien aux prémices de l'existence de l'univers. D'après certains scientifiques, les résultats de BICEP 2 ont pu être faussés par l'émission des poussières de la galaxie. Bien sûr, quand on fait des recherches, on veut toujours être le premier. Et donc, en ce sens, on a ressenti un peu de déception parce que si, et il faut bien dire si, les données de BICEP 2 s'avèrent exactes, on aurait dû être capable de les mesurer nous aussi et de les trouver en premier. Je dis si, car ces mesures posent des questions importantes auxquelles il faut encore répondre. La quête de ces ondes est donc loin d'être achevée. Et elle est notamment menée ici, près de Pise, à l'Observatoire européen pour la gravitation, grâce à l'interféromètre Virgo. Nous sommes ici près du tunnel qui fait 3 km de long. En réalité, on a deux tunnels qui sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Et dans chacun circule un faisceau lumineux qui va du bâtiment central jusqu'à la tour, à chaque extrémité. À cet endroit, la lumière est réfléchie et retourne vers le bâtiment central. Le but de ce très grand équipement, c'est de détecter une onde gravitationnelle. En théorie, une onde qui passerait à travers la Terre ferait varier la longueur des tunnels et modifierait le temps que met la lumière pour effectuer un aller-retour entre les miroirs. C'est ce qui peut être mesuré. Nous sommes au cœur du détecteur. C'est là que les deux rayons laser sont recombinés et ils sont détectés exactement à cet endroit. Donc c'est ici que nous voyons si une onde gravitationnelle a touché notre détecteur. Ce n'est pas quelque chose de très gros. En fait, la variation de distance qui se produit est très infime. C'est de l'ordre du millième de la taille d'un proton. Les ondes gravitationnelles sont essentiellement produites par des accidents comme les collisions de trous noirs. De par leur nature, elles sont totalement différentes du rayonnement électromagnétique. C'est comme ajouter le son aux images que nous avons de l'univers. Les fréquences des coalescences d'astres compacts sont dans le domaine audio-fréquence en réalité, c'est-à-dire qu'on pourrait les écouter. Lorsqu'on aura détecté et enregistré ces signaux, on pourra les écouter à l'oreille. Voici une simulation du son que pourrait faire une onde gravitationnelle. Mais pour capter cette vibration, les miroirs de l'observatoire doivent être parfaitement stables. Or, sur notre Terre en mouvement, c'est une tâche délicate. On cherche à détecter des tremblements d'espace, pas des tremblements de terre. Et donc il faut absolument isoler toutes les parties de l'interféromètre du sol.
On se bat contre les fluctuations thermiques, le bruit sismique. Et bien sûr, on se bat aussi contre la circulation des camions et le transport ferroviaire. C'est ça la mission du directeur de cet équipement. L'une des pistes pour y remédier, c'est de chasser les ondes dans l'espace. C'est tout le sens de la mission européenne LISA. Les miroirs qui seront alors utilisés seront placés très loin les uns des autres pour améliorer la précision des mesures. LISA signifie antenne spatiale à interféromètre laser. C'est une constellation de 3 satellites éloignés d'environ 1 million de kilomètres. Nous évaluons la distance de 2 bras la reliant, ce qui est très proche de ce que nous faisons sur Terre. Et en comparant la longueur des bras, nous mesurons le signal des ondes gravitationnelles. Ce trio de satellites suivra la course de la Terre à une certaine distance pour compenser les forces gravitationnelles. Quand LISA sera opérationnelle, ce sera la plus grande chose jamais réalisée par l'homme en raison de la distance d'1 million de kilomètres entre les satellites. C'est 2,5 fois la distance de la Terre à la Lune. Et on mesurera des variations de distance qui, sur 1 million de kilomètres, ne seront que de quelques picomètres. C'est environ 1/100e de la taille d'un atome. Après une mission d'exploration menée l'an prochain, LISA ne devrait être lancée qu'en 2034. Mais que représente 20 ans quand il s'agit de résoudre quelques-unes des interrogations les plus anciennes de l'humanité? Toutes les fois que les hommes ont braqué leurs instruments vers le ciel, ils ont appris des choses parfaitement inutiles dans un premier temps, mais qui ont permis la science. Et la science, au bout du compte, c'est utile. Et comprendre comment fonctionne l'univers, c'est pouvoir faire des choses. Peut-on s'appuyer sur les ondes gravitationnelles pour comprendre les tout premiers stades de l'existence de notre univers? C'est l'une des grandes questions et c'est pourquoi les ondes gravitationnelles suscitent autant d'enthousiasme. Cet été, la sonde Rosetta se placera en orbite autour d'une comète et posera un atterrisseur sur sa surface. Aux commandes de cette vaste opération, l'équipe des chasseurs de comètes, ici à Darmstadt. Précédemment, dans Chasseurs de comètes, nous avons suivi la préparation de Rosetta pour une phase cruciale. Nous en sommes à une étape très importante parce que nous avons commencé il y a quelques jours les manœuvres que nous devons faire pour nous rapprocher de la comète. C'est un moment clé, soit ça fonctionne, soit c'est raté. Notre emploi du temps des prochains mois sera encore plus chargé. On va commencer à voler autour de la comète, ce que personne n'a fait jusqu'à présent. Donc au moment où on le fera, on devra apprendre comment faire. Les délais se réduisent et donc bien travailler en équipe est essentiel à notre succès. Cher Rosetta, j'espère que tu as aimé la manière dont je me suis occupé de toi ces dernières années. Je te souhaite le meilleur pour les mois qui viennent. Du calme, on a encore quelques semaines de manœuvre. Ne tremble pas, sois tranquille et ce sera bientôt fini. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous explorerons votre télévision et nous verrons comment le monde regarde la Coupe du Monde de foot. À bientôt!